Si vous emménagiez dans une vieille et sinistre maison qui s'avérait être hantée par un esprit démoniaque, que feriez-vous? Les pièces sont vides, mais il y a quelque chose qui vit dans l'ombre et qui veut la mort de toute votre famille. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le démon qui vous hante dans Conjuring, les dossiers Warren. Cette famille est sur le point de vivre la nuit la plus effrayante de sa vie. C'est une après-midi d'automne à Harrisville, à Rhode Island, et Roger et Caroline arrêtent leur voiture remplie d'enfants dans l'allée de leur maison. Tout le monde est excité parce qu'ils vont emménager dans leur nouvelle maison à la campagne. Enfin, presque tout le monde, à part leur fille aînée Andrea et encore moins Sadie, l'adorable toutou de la famille. La maison a besoin d'être rénovée. L'endroit est délabré, isolé et leur chien ne veut même pas franchir la porte d'entrée. Pendant que le reste de la famille déballe leurs affaires, April, la plus jeune des filles, va jeter un œil à l'étang. Et là, sous un grand arbre à l'allure effrayante, elle trouve une vieille boîte à musique. Plus tard dans la nuit, les filles jouent à Colin Maillard et Christine déambule dans la maison les yeux bandés à la recherche de ses sœurs. Elle trouve Nancy cachée dans le placard, mais c'est alors que les filles font tomber une planche du mur et elles découvrent un escalier secret qui mène à la cave. Leur père enlève le reste des planches, craque une allumette et descend dans la cave obscure couverte de toiles d'araignée. Alors que les autres commencent à s'inquiéter, il remonte et dit que l'endroit n'est rempli que de vieilleries. Et il avertit les filles de ne pas s'y aventurer tant qu'il ne l'aura pas rangé. La famille se met ensuite au lit pour la nuit. Mais leur chien n'arrête pas d'aboyer comme un fou et il refuse toujours de rentrer à l'intérieur. Ok, les membres de cette famille pensent peut-être qu'ils vont passer une nuit tranquille. Mais si vous ne pouvez pas deviner ce qui va se passer, c'est que vous n'avez pas été très attentif. Sadie, notre amie à quatre pattes, sait déjà ce qui se passe. Mais l'espèce dite supérieure, elle, n'arrive pas à interpréter les signes. Que la science ait déjà démontré que les chiens sont capables de percevoir les esprits ou non, nous savons que nos amis les chiens sont naturellement dotés de sens beaucoup plus développés que ceux des humains. Et ça leur permet de ressentir des choses que nous ne remarquerions pas immédiatement. Le sens le plus développé du chien, c'est son odorat. Selon sa race, l'odorat peut être jusqu'à 10 000 fois plus puissant que le nôtre. Ça signifie qu'ils peuvent sentir toutes sortes d'odeurs que nous ne pouvons pas sentir. Plus que de simples renifleurs, les chiens ont également une ouïe fine, qui leur permet de détecter des sons à des fréquences plus élevées que celles que nous pouvons normalement percevoir, ainsi qu'une meilleure perception visuelle pour mieux voir dans des conditions de faible luminosité. En tant que chien de troupeau, elle prend très au sérieux la protection de sa famille, ce qui explique qu'elle n'arrête pas d'aboyer à la fenêtre de leur chambre. Elle faisait tout son possible pour les avertir de sortir de la maison. En plus de nous tenir compagnie, les bergers anglais sont littéralement nés pour protéger les animaux de la ferme contre les prédateurs dangereux comme les loups et les coyotes. Alors si quelque chose les effraie, il est dans votre intérêt de leur prêter attention. La réaction de Sadie devant la maison aurait dû les mettre en alerte immédiatement. Si vous vous demandez où pourrait se cacher un esprit, ne cherchez pas plus loin que cette cave effrayante. Une cave remplie de vieilleries n'est pas une raison suffisante pour faire venir un prêtre. Mais quand cette cave est condamnée et qu'elle n'a pas été mentionnée dans la description de la propriété, il n'y a que 2 explications possibles. Et aucune d'entre elles n'augure quelque chose de bon. Soit le dernier propriétaire essayait d'empêcher les gens d'entrer, soit il essayait de retenir quelque chose à l'intérieur. Si c'était moi à leur place et que je découvrais ça, je chercherais à consulter tous les registres de propriété pour voir ce que cet endroit peut cacher d'autre. Pour l'instant, ils n'ont vécu aucune activité paranormale, mais quelque chose me dit que le véritable cauchemar est sur le point de commencer. Le lendemain matin, Caroline se réveille avec une mystérieuse ecchymose sur la jambe. La maison est glaciale et pendant la nuit, les filles ont senti comme une odeur de rance dans leur chambre. Même les horloges ont cessé de fonctionner et elles se sont toutes arrêtées à exactement 3h07 du matin. Les choses vont déjà très mal, mais c'est alors qu'ils entendent le cri terrifié d'April à l'extérieur, et ils trouvent leur pauvre chien étendu mort dans la cour. Cette nuit-là, alors que la famille est endormie, une force invisible tente de tirer Christine du lit. Roger se réveille à son bureau et entend un étrange bruit sourd qui provient de quelque part dans la maison. Quand la porte au bout du couloir s'ouvre d'elle-même, il pense qu'il s'agit simplement d'une brise qui souffle d'une fenêtre ouverte. Mais au bout d'un moment, le bruit sourd reprend. Cette fois en provenance de l'étage où il trouve Cindy qui marche dans son sommeil et qui se frappe la tête contre la porte de l'armoire. Au matin, Roger remarque un autre énorme bleu sur le dos de Caroline et elle promet à Roger d'aller voir un médecin. Alors qu'il sort pour aller travailler, il est effrayé par un oiseau qui s'écrase sur le côté de la maison et se meurt à cause du choc. April, quant à elle, commence à parler à son nouvel ami imaginaire, Rory, et elle dit à sa mère qu'il vient du miroir de la boîte à musique qu'elle a trouvé. Elle s'ennuie pendant que ses sœurs sont à l'école. Caroline se met donc un bandeau sur les yeux et elle joue à Colin Maillard.
Quand elle arrive dans la chambre de son aîné, les portes du placard s'ouvrent derrière elle et une paire de mains frappe dans l'ombre de derrière les vêtements suspendus, ce qui l'incite à s'approcher. Elle vérifie à l'intérieur et elle se met quand même à flipper quand elle se rend compte qu'il n'y a personne. Pire encore, quand April débarque dans le couloir, elle réalise que sa fille n'est jamais entrée dans la chambre. La nuit suivante, les choses s'aggravent encore plus. L'esprit démoniaque tire Christine presque jusqu'au sol et elle réalise qu'il ne s'agit pas seulement de son imagination. Quelque chose ne va pas du tout. Terrifiée, elle jette un coup d'œil sous son lit et voit la porte bouger lentement par elle-même. Elle appelle sa sœur en pleurant et pointe du doigt l'obscurité en chuchotant qu'elle voit quelqu'un debout dans le coin de leur chambre. Nancy se lève pour vérifier et c'est alors que la porte de la chambre se referme brusquement, ce qui effraie les deux filles. Elles appellent leurs parents en hurlant et Christine affirme que le démon veut tous les tuer. Ok, cet esprit ne perd pas de temps. Alors que devrait faire la famille ? Le mieux, c'est de toujours commencer par les explications les plus logiques. La mystérieuse ecchymose de Caroline peut être attribuée à quelque chose d'aussi simple que le fait qu'elle se soit cognée la jambe pendant le déménagement et qu'elle ne s'en soit aperçue que le matin. Les efforts intenses comme transporter des meubles à l'intérieur et à l'extérieur de la maison peuvent souvent provoquer des ecchymoses au niveau des muscles touchés. Le froid inconfortable pourrait probablement être dû à un problème de chaudière. Et l'odeur de rance est peut-être due à du mildiou, de la moisissure ou à un animal mort qui se décomposerait quelque part à l'abri des regards. Avant de se lancer dans un véritable exorcisme, si c'était moi à leur place, je suggérerais d'appeler un gars de la maintenance, un spécialiste des moisissures et un exterminateur juste pour voir ce qu'ils pourraient trouver. Quant à l'ami imaginaire d'April, au somnambulisme de Cindy et aux hallucinations de Caroline et de Christine, tout ça peut s'expliquer par un manque de sommeil provoqué par un sentiment général d'anxiété après leur grand déménagement. Étant donné que ces 4 personnes présentent les symptômes les plus graves, la meilleure chose à faire, c'est que Caroline emmène immédiatement ses 3 filles chez le médecin de famille afin d'obtenir l'avis d'un professionnel de la santé. Comme nous avons couvert les possibles explications logiques, nous pouvons maintenant passer à des explications plus sinistres. En commençant par ce qui est arrivé à la pauvre Sadie. Si nous pensons que c'est l'esprit qui l'a tuée, alors c'était pour se rapprocher d'April. Il s'est débarrassé de son protecteur et a pris la place du chien pour être son nouveau compagnon. Tout ça a commencé quand April a trouvé la boîte à musique. Alors si j'étais à leur place, je lui enlèverais ce truc et je lui dirais franchement que son amie Rory est en fait un esprit maléfique qui veut faire du mal à la famille. Comme elle n'est qu'une enfant, elle ne devrait pas mettre en doute cette possibilité comme le ferait un adulte. Il est donc préférable d'affronter le problème de front. L'armoire et la boîte de musique semblent être les conduits que l'esprit emprunte directement. Nous allons donc devoir faire quelque chose à leur sujet si nous voulons que la maison soit débarrassée des fantômes. Mon instinct me dit de sortir les vieilles antiquités qui se trouvent dans la maison et de faire un grand feu de joie dans le jardin. Mais les experts affirment que la destruction de l'objet hanté pourrait inciter l'esprit à rebondir et à s'accrocher à quelque chose d'autre. Ou à quelqu'un d'autre. Il est donc préférable d'adopter une approche différente. Le plus sûr serait de purifier toute la maison spirituellement, mais ce processus peut s'avérer un peu compliqué. Tout d'abord, si vous souhaitez faire appel à un prêtre, vous devrez obtenir l'approbation directe de l'Église. Et le temps que vous l'obteniez, il pourrait déjà être trop tard. Donc si vous souhaitez prendre les choses en main par vous-même, achetez des bouquets d'herbes purificatrices dans une boutique ésotérique et enfumez la maison pièce par pièce pour la nettoyer et la protéger davantage. Et pour encore plus de protection, saupoudrer du sel le long des portes et des rebords de fenêtres est censé créer une barrière contre les mauvais esprits. En plus de détruire l'objet maudit ou d'essayer de purifier la maison, la seule option qui reste, c'est d'essayer de transférer l'objet à quelqu'un d'autre. C'est une démarche assez risquée, mais vous pouvez organiser un grand vide-grenier ou apporter les objets à un centre de dons. Une fois que vous serez débarrassé des objets maudits, ce ne sera plus vraiment votre problème. Les manifestations démoniaques se multiplient, et ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un ne commence à ramper au plafond et à vomir du sang. Alors la famille va devoir agir vite, tant qu'elle le peut encore. Le lendemain soir, Caroline est en train de plier du linge quand elle entend un enfant ricaner et frapper dans les mains quelque part dans la maison. Elle va voir ce qu'il en est et trouve ses filles endormies dans leur lit. Mais alors qu'elle commence à penser qu'il s'agit peut-être de son imagination, tous les cadres suspendus dans le couloir derrière elle tombent et se brisent au sol. Au rez-de-chaussée, l'horloge sonne 3 heures du matin et quelqu'un tape à nouveau dans les mains, ce qui conduit Caroline dans la cuisine où elle voit la porte du sous-sol s'ouvrir. Elle veut s'assurer que ses enfants sont en sécurité, alors elle va vérifier. Mais c'est sa plus grosse erreur. Elle allume la lumière et jette un coup d'œil autour d'elle, avant de décider sagement de faire demi-tour. Mais il est trop tard. La porte se referme sur elle, ce qui la fait rouler jusqu'en bas des escaliers et jusque dans l'obscurité. Alors qu'elle regarde autour d'elle, une balle rebondit dans l'ombre, et Caroline se précipite dans les escaliers au moment où la seule source de lumière explose. Elle court en haut des escaliers et craque une allumette pour jeter un coup d'œil autour d'elle. Mais une paire de mains fantomatiques frappe juste derrière elle et elle hurle quand l'allumette s'éteint.
Pendant ce temps, Andrea se réveille en entendant un bruit sourd dans sa chambre, et elle voit Cindy qui se cogne la tête une fois de plus contre la porte du placard. Elle borde sa jeune sœur, mais le bruit sourd continue. Et cette fois, le placard bouge tout seul. Andrea ouvre les portes, et il semblerait qu'il n'y ait personne. Jusqu'à ce qu'une vieille femme démoniaque leur crie dessus du haut de l'armoire, et bondisse sur Andrea pour la plaquer au sol. Quand il entend le vacarme, Roger revient à la maison en courant pour aider sa femme à sortir de la cave, et ils montent tous les deux à l'étage pour voir si les filles vont bien. Le démon est peut-être parti pour l'instant, mais les nuits de torture psychologique ne font que commencer. Ok, sur la base de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous pouvons limiter nos options quant à la nature exacte de l'entité qui hante la maison, et à ce qu'il convient de faire par la suite. Tous les esprits ne sont pas les mêmes, et il existe en fait de nombreux types de phénomènes de hantise qui ont chacun leurs propres caractéristiques. Il y a d'abord les énergies résiduelles, qui s'attardent dans un lieu donné après certains événements traumatisants, mais qui ne sont pas conscientes et qui n'interagissent jamais avec les personnes qui les perçoivent. Les entités intelligentes peuvent répondre à des questions et interagir avec des objets, mais elles ne sont pas toujours hostiles. Si vous rencontrez un de ces types d'entités, il n'y a pas grand-chose à craindre, mais cette famille a affaire à quelque chose de très différent. Quand les meubles commencent à voler dans la pièce et que les gens se font violenter dans leur sommeil, c'est une indication certaine qu'il s'agit d'un poltergeist. Ce type de phénomène de hantise est presque toujours concentré sur une adolescente perturbée appelée l'agent humain. Les spécialistes de la spiritualité pensent que les changements qui s'opèrent dans le corps d'une jeune fille combinés à tout traumatisme lié à des expériences psychologiques ou physiques, comme déménager dans une nouvelle maison par exemple, peuvent se manifester sous la forme d'activités psychokinétiques ou activités PK. Cette famille coche toutes les cases, mais de nombreux experts ne sont pas d'accord du tout sur l'existence des poltergeists en tant qu'esprit individuel. Et il se pourrait que la famille soit confrontée à quelque chose d'encore plus grave, comme une manifestation démoniaque. Les hantises démoniaques ou non humaines sont très similaires aux poltergeists, à quelques exceptions près. Comme son nom l'indique, ce type d'esprit n'a jamais existé sous une forme humaine, et il cherche souvent à posséder ses victimes. Les signes religieux présents dans la maison sont détruits ou disparaissent, et des odeurs de rance accompagnent le phénomène. En général, l'esprit démoniaque concentre son attention sur une seule personne, qui devient alors la cible de sa possession. Les hantises démoniaques sont extrêmement dangereuses et ne doivent être traitées que par des professionnels. Comme la famille ressent tous les symptômes révélateurs, je dirais qu'il est temps de contacter un démonologue. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire après. Caroline est désespérée de récupérer sa maison et elle se rend à l'université locale où Ed et Lorraine Warren, des enquêteurs professionnels du paranormal, organisent un séminaire. Elle leur explique sa situation et les supplie de l'aider. Ils acceptent avec réticence de venir vérifier ce qu'il en est. À la maison, elle indique aux Warren que toute la famille dort en bas et que l'endroit est toujours glacial, alors que la chaudière fonctionne très bien. Avec les odeurs étranges et les bruits sourds constants tard dans la nuit, Ed commence à penser qu'il pourrait vraiment y avoir une présence démoniaque qui se serait installée dans la maison. Il jette un coup d'œil au placard hanté avant de descendre à la cave où Lorraine est envahie par une puissante sensation d'énergie obscure. Dans la cuisine, Ed prépare son magnétophone pour interviewer Roger qui explique que la seule raison pour laquelle ils n'ont pas déménagé, c'est que leur budget est serré et qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Pendant ce temps, Lorraine s'assoit avec April pour un entretien en tête-à-tête et elle l'interroge sur son nouvel ami imaginaire. La petite fille lui explique que son ami est toujours triste parce qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible et elle lui tend la boîte à musique pour qu'elle y jette un coup d'œil. Lorraine tourne la clé et aussitôt le fantôme d'un petit garçon apparaît dans l'embrasure de la porte derrière elle et il est visible uniquement dans le reflet du miroir de la boîte à musique. Lorraine sort dans le jardin suivie par son mari. Mais quand elle se retourne, elle voit le corps d'une femme pendue à l'arbre juste derrière eux. Ils reprennent leur souffle et retournent à l'intérieur pour donner leurs avis aux parents. Ils expliquent qu'une sombre entité s'est attachée à chaque membre de la famille et qu'elle les suivra où qu'ils aillent. La seule solution, c'est de pratiquer un exorcisme. Mais ce ne sera pas facile. Un véritable exorcisme ne peut être pratiqué que par un expert qualifié. Et pour obtenir l'approbation de l'Église, ils doivent rassembler des preuves pour monter leur dossier. Avant de partir, ils préviennent la famille que leur visite dans la maison risquerait de mettre l'esprit démoniaque en colère et que les attaques pourraient s'aggraver. Ils disent qu'ils reviendront bientôt, une fois qu'ils auront préparé leur matériel et fait des recherches sur la propriété. Les Warren rentrent chez eux pour la nuit et leur petite fille Judy remet à sa mère un médaillon avec sa photo qu'elle lui demande de porter quand elle sera au travail. Après l'avoir bordé, Ed apporte le magnétophone à Lorraine et il lui révèle qu'il n'a rien pu capter de ce qu'a dit Caroline à la maison. C'est un mauvais signe. Mais les preuves qu'ils vont trouver par la suite seront vraiment de l'ordre d'un véritable cauchemar.
En 1863, une femme nommée Bethsabée a sacrifié son bébé de 7 jours devant la cheminée avant de courir dans la cour et de confier son âme à Satan, maudissant quiconque tenterait de s'emparer de ses terres. Elle est morte à 3h07 du matin. Bien des années plus tard, une nouvelle famille s'est installée dans la maison. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps pour que leur fils Rory disparaisse dans les bois. La propriété d'origine a été divisée et vendue à plusieurs propriétaires. Mais peu importe qui essayait d'y habiter, le malheur finissait toujours par frapper. À ce moment-là, le magnétophone se met en marche tout seul. Mais au lieu de la voix de Caroline, tout ce qu'ils entendent, c'est la plainte fantomatique d'un millier d'âmes perdues. L'horloge de leur bureau s'arrête. Il est 3h07 du matin. Ok, voilà pourquoi il est important de vérifier l'historique de la propriété avant d'acheter une maison. On ne sait jamais si la maison dans laquelle on emménage a été le lieu d'un rituel de sacrifice humain. Les Warren semblent déterminés à rassembler des preuves pour réclamer un exorcisme. Mais en attendant, il y a une autre option qui vaudrait la peine d'être envisagée. La source de l'énergie démoniaque doit être l'esprit maléfique de la sorcière Bethsabée, qui a acquis son pouvoir après avoir sacrifié son enfant et l'avoir offert au diable. Sachant cela, si j'étais à leur place, je chercherais à savoir où l'enfant a été enterré, et je demanderais à un prêtre de bénir sa tombe et de réciter une prière pour son âme. Ce n'est pas gagné d'avance, mais peut-être que si on bénissait l'âme de l'enfant, on pourrait renverser le rituel et supprimer la source de la force de Bethsabée. Ça pourrait juste l'affaiblir ou n'avoir aucun effet. Mais tout ce que nous pouvons faire pour nous donner un avantage ici vaut vraiment la peine d'être essayé. Par ailleurs, je pense qu'il est temps d'appeler un paysagiste pour qu'il nous débarrasse de cet arbre. Les attaques démoniaques mises à part, personne n'a envie de se voir rappeler qu'une sorcière s'est sacrifiée à Satan chaque fois que vous allez faire griller des brochettes dans le jardin. Qui sait, peut-être que si vous détruisiez l'arbre, vous pourriez lui ôter une partie de son pouvoir aussi. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Maintenant qu'ils savent à quoi ils sont confrontés, Ed et Lorraine vont pouvoir aider la famille avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, les Warren reviennent à la maison avec un combi Volkswagen rempli de matériel pour chasser les fantômes. Et leur assistant Drew et l'officier Brad Hamilton de la police locale les ont rejoints. Roger se renseigne sur les caméras et Ed explique qu'elles sont toutes connectées à des thermostats individuels qui sont réglés pour prendre une photo dès qu'ils détectent une baisse anormale de la température. La nuit tombe et les Warren activent leur équipement, prêts à obtenir leurs preuves dès que l'énergie négative se manifestera. Ed déroule une housse remplie d'outils anti-démons et il place de petits crucifix en bois partout dans la maison pour provoquer délibérément la colère de l'esprit. Au bout de quelques minutes, la porte de la cave s'ouvre et ils plongent dans les profondeurs de la cave, munis de leurs caméras portables et de leur équipement audio, en gardant les lumières éteintes pour accentuer l'effet effrayant. Dans la cave, Ed met le démon au défi de communiquer avec eux, et il vérifie en même temps qu'il n'y a aucun signe d'activité fantomatique dans le coin. Pour lui, il semble qu'il n'y ait rien, mais Lorraine se tord de douleur comme si elle pouvait sentir une présence que personne d'autre ne peut sentir. Ils sont frustrés et remontent à l'étage pour vérifier les caméras. C'est alors que la porte du sous-sol se referme derrière eux, ce qui les convainc tous que l'esprit démoniaque est bien réel. Au matin, les Warren acceptent de s'occuper de la maison pendant que Roger et les enfants vont manger une glace en ville, et que Caroline fait une sieste pour se reposer. Lorraine est dans le jardin en train d'étendre du linge sur la corde, quand tout à coup, une énorme rafale de vent fait voler un drap qui s'enroule autour d'une silhouette invisible qui se tient juste devant elle. La silhouette vole jusqu'à la fenêtre de la chambre, et un fantôme fixe la femme avant de se retourner et de disparaître. À l'intérieur, plusieurs ecchymoses font leur apparition autour du bras de Caroline, et elle se réveille en hurlant tandis qu'une vieille femme démente flotte au-dessus d'elle et lui vomit du sang dans la bouche. Lorraine court pour la retrouver et la trouve enfermée dans la salle de bain de l'étage. Bien que la jeune femme prétende aller bien, elle sent bien que quelque chose ne va pas. Mais avant qu'elle n'ait le temps d'en discuter, Caroline entend Roger et les filles arriver à l'extérieur et elle décide plutôt d'aller les rejoindre. Ok, c'est ce qu'on appelle se réveiller du mauvais pied. Quand on sait qu'un esprit démoniaque a élu domicile au sous-sol, si c'était moi à la place de Caroline, j'aurais pris quelques mesures pour me protéger avant de m'allonger pour une petite sieste. Premièrement, ne jamais se séparer. Ça devrait être évident, mais il est toujours préférable d'avoir quelqu'un qui surveille vos arrières, surtout quand il s'agit d'une possession démoniaque. Caroline a à sa disposition 2 des enquêteurs paranormaux les plus expérimentés au monde. Pourquoi ne pas avoir demandé à Lorraine de s'asseoir auprès d'elle pendant qu'elle faisait une sieste, au lieu de l'envoyer étendre le linge dans la cour ? Ça aurait également facilité l'enquête, puisqu'elle aurait pu observer et noter tout ce qui se passait d'étrange. À rester assis à ne rien faire ou espérer que l'esprit ne viendra pas, c'est exactement comme ça qu'on finit par se prendre du vomito sanglant dans la bouche. Ça ne marche pas pour moi. Je vais donc emprunter quelques astuces aux vrais professionnels. De nos jours, la plupart des gens pensent que les sorcières n'existent que dans les livres fantastiques et les films d'horreur. Mais pour certaines cultures européennes et américaines des XVIIe et XVIIIe siècles, la magie noire était une menace bien réelle, et elles ont créé leurs propres moyens de se défendre.
Pour conjurer la magie noire, les habitants de la Nouvelle-Angleterre gravaient des motifs appelés witch marks dans le bois près de leurs portes, leurs fenêtres et leurs cheminées. Ces marques pouvaient prendre la forme de plusieurs cercles entrelacés ou de lignes entrecroisées destinées à confondre et à piéger les esprits qui tentaient de pénétrer dans leur maison. Si ça vous dit de faire un peu de bricolage, vous pouvez créer une fiole de sorcière ou une boule de sorcière. Je saurais pas vous dire ce qu'ils avaient l'habitude de mettre dans ces bouteilles, mais pour notre cas actuel, un peu d'eau bénite et un peu de sel feront l'affaire. Pour fabriquer une boule de sorcière, il vous faut simplement une sphère creuse en verre. Les bouteilles étaient cachées quelque part sur la propriété ou dans la maison, tandis que les boules étaient suspendues près des fenêtres et au centre des pièces. Dans les deux cas, l'idée était que le mauvais esprit soit attiré par l'objet et se retrouve piégé dedans. Si c'était moi à leur place et que je savais ça, je choisirais une pièce de la maison et j'utiliserais ces techniques pour créer une zone de sécurité, en gravant des marques de sorcière près des entrées. Et je laisserais une de mes chaussures près de la porte. À la place d'une véritable boule de sorcière, j'essaierai d'accrocher des bouteilles de bière ou de lait aux fenêtres et de voir si ça fonctionne. Il se peut que ça ne marche pas du tout, mais vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Et il vaut mieux prendre n'importe quelle mesure pour se défendre que de ne rien faire du tout. Il semblerait qu'il soit trop tard pour Caroline, et nous allons voir si le reste de la famille pourra prendre de meilleures décisions quand l'esprit se manifestera à nouveau. Roger remercie Ed d'aider leur famille, mais ce dernier admet qu'il ne voulait pas venir au début, parce qu'il a vu comment le travail affectait sa femme. Alors qu'elle travaillait sur un exorcisme quelques mois auparavant, elle a vu quelque chose qui l'a profondément perturbée et qui l'a poussée à s'enfermer dans sa chambre et à ne parler à personne pendant 8 jours. Il ne lui a jamais demandé ce qu'elle avait vu, mais depuis ce jour, elle n'est plus la même. Les adultes se préparent à une nouvelle nuit d'horreur, alors qu'un épais brouillard entoure la maison. Il est tard et l'officier brade à sommeil. Il se rend à la cuisine pour se servir une tasse de café, et il croit entendre quelque chose dans le jardin. Il sort sous le porche et apparemment, il n'y a personne. Mais quand il passe devant la buanderie, il voit le fantôme d'une jeune femme en tenue de femme de chambre disparaître derrière un drap suspendu. Il va enquêter, mais la femme a disparu. Et alors qu'il pense que la voie est libre, l'esprit surgit de l'obscurité, lui hurle au visage et le fait tomber à la renverse. Le reste de l'équipe court voir ce qui se passe. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, une Cindy somnambule traverse le couloir et se dirige vers l'escalier, déclenchant les caméras sur son passage. Il voit alors la petite fille entrer dans la chambre. La porte claque derrière elle et se referme avec une telle puissance que même à 3, les hommes ne parviennent pas à l'enfoncer. Ils branchent leur équipement audio et Lorraine entend un esprit qui attire la fillette dans le placard. Quand les hommes parviennent enfin à enfoncer la porte, elle n'est plus en vue. Ed s'empare d'une lampe UV et il suit les pas de la petite fille jusqu'au placard. Il pousse les vêtements sur le côté et découvre des empreintes de mains sur le panneau arrière, qui est en fait une porte secrète. Il découvre Cindy à l'intérieur et il l'emmène au rez-de-chaussée pendant que Lorraine jette un coup d'œil aux alentours. Après, il lui dit que son ami Rory se cache dans le placard quand il a peur, et elle décide donc d'aller voir. Elle se glisse dans le trou et rampe entre les murs dans l'obscurité. À l'intérieur, elle fait une horrible découverte. Sous une étagère où est posée la boîte à musique d'April, se trouve une longue corde au bout de laquelle pend un nœud coulant qui traverse les planches. Tout à coup, le plancher cède et elle plonge tout droit dans une pièce cachée du sous-sol. Alors que Lorraine se remet de ses émotions, elle entend une femme pleurer dans l'obscurité et elle décide d'utiliser le miroir de la boîte à musique pour voir si elle peut faire apparaître quelque chose. C'est alors qu'elle voit l'image d'une femme qui tient un couteau de cuisine couvert de sang au-dessus du cadavre de Rory. L'esprit se tourne lentement vers elle et révèle son visage creux et inquiétant. Lorraine jette un coup d'œil par-dessus son épaule, mais l'esprit a disparu. Et il réapparaît juste derrière elle, lui répétant les mots « Elle m'a obligée à le faire !» La femme disparaît et Lorraine s'apprête à s'en aller, quand tout à coup, une paire de jambes pendantes se balance du plafond juste devant elle. Elle tourne autour d'elle et flotte vers Lorraine alors qu'elle panique et court pour sauver sa vie. Au moment où elle est sur le point de s'échapper, l'esprit la tire par son médaillon et le lui arrache du cou avant qu'elle ne réussisse à remonter les escaliers pour rejoindre Ed et le reste de l'équipe. Tout le monde la regarde, alors Lorraine explique que l'esprit veut posséder la mère de famille et se servir d'elle pour tuer les enfants. La maison commence à gronder et les crucifix sont jetés au sol. Mais Nancy est saisie par les cheveux et projetée à travers la pièce. Les hommes tentent de l'attraper, alors que le démon la trimballe de long en large sur le sol. Et il ne s'arrête que quand Lorraine s'empare d'une paire de ciseaux et coupe les cheveux de la fillette. À l'aube, les Warren chargent leur camionnette et Ed promet qu'ils ont les preuves nécessaires pour obtenir l'approbation pour un exorcisme officiel. Mais quand il reviendra, il n'emmènera pas sa femme, parce qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver. Alors qu'elle s'apprête à partir, Lorraine entend la voix de sa fille qui l'appelle depuis le lac. Et elle se précipite sur le ponton où elle voit une vision de sa fille qui flotte juste sous la surface de l'eau. Elle se précipite alors à l'intérieur de la maison pour appeler sa mère. Elle est soulagée d'apprendre que Judy va bien. Mais il décide qu'il est dans leur intérêt de ne pas passer une minute de plus dans la maison hantée.
Les Warren rentrent chez eux, tandis que la famille et Drew se préparent à passer la prochaine nuit au motel du coin. Ok, ils ont leurs preuves, mais avant de plier bagages et de rentrer chez eux, les Warren auraient dû enquêter un peu plus sur ces nouveaux espaces situés derrière le mur de la chambre et au sous-sol. L'esprit a pris Lorraine au dépourvu alors qu'elle était seule, mais si elle y était allée avec des renforts, il y a fort à parier qu'ils auraient pu trouver des preuves encore plus solides dans ces espaces inexplorés. Comme ils devaient remettre rapidement leurs preuves au prêtre, Lorraine aurait dû prendre Caroline, les filles et le policier Brad et les emmener avec elle à l'église. Ainsi, le prêtre aurait pu rencontrer personnellement la mère et sa famille et leur donner sa bénédiction et des conseils sur ce qu'il faudra faire si l'esprit s'en prenait de nouveau à eux. Ils auraient même pu s'arrêter dans un magasin en chemin et acheter quelques crucifix en pendentif, que le prêtre aurait bénis pour les protéger encore plus. Comme nous savons que le démon veut posséder la mère et tuer les enfants, il est important qu'il ne soit jamais laissé seul à partir de maintenant. Et Caroline devrait accepter d'être menottée si les choses commençaient à se gâter. Pendant ce temps, Ed et Roger pourraient s'enfoncer plus profondément dans le sous-sol à la recherche d'indices et garder Drew dans les parages pour s'en servir comme bouclier si Bethsabée revenait. Ils ont peut-être l'impression de faire des progrès, mais ils vont découvrir à leurs dépens que le démon n'en a pas encore fini avec eux. Avant de retourner chez eux, les Warren rendent visite à un prêtre local pour lui montrer les images de l'attaque démoniaque et les photos du petit garçon fantôme qui suit Cindy dans les escaliers. Il est choqué par ce qu'il voit, mais il souligne que la famille n'est pas membre de son église. Et du coup, il pourrait être difficile d'obtenir la bénédiction du Vatican pour justifier de pratiquer un exorcisme chez eux. Ils lui disent que la famille n'a pas beaucoup de temps avant que quelque chose de vraiment terrible ne se produise, et il accepte finalement de faire la demande en personne, et leur dit qu'il les appellera une fois qu'ils auront donné leur accord. Tard dans la nuit chez les Warren, Judy dort dans son lit quand son médaillon se met à se balancer au bout de sa chaîne. À des kilomètres de là, dans le sous-sol hanté, le médaillon volé de sa mère fait de même. Tout à coup, la force démoniaque la tire par les pieds et elle sort dans le couloir pour chercher ses parents. En bas des marches, la porte de la salle d'épreuves démoniaque de la famille est ouverte, et un objet en particulier n'est plus dans sa vitrine. Annabelle, la poupée maudite. La petite fille tente de remonter à l'étage en courant, mais une obscurité malsaine engloutit toute la maison. Alors elle se réfugie dans le bureau de ses parents en claquant la porte derrière elle. La force obscure tambourine sans cesse sur la porte, et elle s'arrête finalement au moment même où les lumières de la pièce faiblissent puis s'éteignent. La fillette se retourne et assiste à un spectacle terrifiant. Une femme échevelée est assise dans le fauteuil à bascule et brosse les cheveux d'Annabelle, tandis que la poupée tourne lentement la tête et la fixe directement. Judy tente de s'enfuir, mais la porte est verrouillée. Ses parents se précipitent juste à temps et la libèrent alors que la chaise à bascule allait être projetée sur eux et s'écrase finalement contre le mur. Ed laisse Judy avec sa femme et va vérifier la salle d'épreuve. Il trouve la poupée dans sa vitrine et les verrous sont bien fermés. Pendant ce temps, à l'hôtel, les hommes reviennent du magasin et constatent que Caroline a pris 2 des filles et qu'elle est partie en voiture sans dire un mot. Ils comprennent qu'elles sont en grand danger, et Roger appelle Ed pour lui raconter ce qui se passe avant de monter dans le combi avec Drew et de filer à toute allure vers la maison. Ed tente de convaincre sa femme de rester à la maison, mais elle insiste pour qu'ils terminent le travail ensemble, et ils partent rejoindre les autres. Ok, ses parents sont en train de commettre de graves erreurs. Commençons par les Warren. En tant qu'enquêteur du paranormal, pensez-vous vraiment qu'il est prudent de laisser votre fille seule avec sa grand-mère dans une maison remplie d'objets possédés par des démons ? Une enquête va un peu trop loin, et voilà que des poupées démoniaques essaient de vous lancer des chaises à la manière de John Cena. La prochaine fois, il serait peut-être plus prudent de confier votre fille à un autre membre de la famille, ou à sa grand-mère si elle ne vit pas toujours avec vous. En plus, si vous avez l'intention d'avoir un enfant, vu la profession que vous exercez, vous devez au minimum le former aux phénomènes paranormaux. Comme ça, il saura quoi faire quand il se retrouvera aux prises avec un esprit maléfique. Avoir tous ces objets possédés à proximité et lui dire de rester à l'écart, c'est comme l'élever dans une maison avec une piscine, mais ne jamais lui montrer comment nager. Ça finira par très mal se passer. Vous devez vraiment apprendre le latin et un peu de kung-fu à votre fille, pour qu'elle puisse se débrouiller seule avec Annabelle quand vous serez en déplacement. Pour ce qui est de Roger, nous savons que le démon veut posséder sa femme et tuer ses enfants. Alors pour l'amour de Dieu, Roger, ne la laisse pas seule avec eux au motel, sans surveillance, pendant que tu vas acheter des chips et du soda. Là, tu les livres pratiquement aux forces du mal sur un plateau. Sois plus intelligent et serrez-vous tous les coudes. De cette façon, Bethsabée ne pourra pas kidnapper tes filles pour les utiliser pendant son prochain rituel diabolique. Les Warren arrivent à la maison avec l'officier Brad, mais la porte d'entrée est verrouillée. Il fait donc sauter le verrou avec son fusil et il se précipite à l'intérieur. Ils entendent des cris qui proviennent du sous-sol. Ils descendent en courant et voient les hommes en train de se battre avec Caroline, qui essaie de poignarder une de ses filles avec une énorme paire de ciseaux.
Avec l'aide d'Ed et du policier, ils arrachent l'arme des mains de Caroline et la traînent à l'étage pour l'emmener voir le prêtre, pendant que Drew part à la recherche de l'autre petite fille disparue. Ils atteignent la porte d'entrée, mais dès qu'ils essaient de la sortir de la maison, d'énormes plaies apparaissent sur tout le corps de Caroline, et ils réalisent que le démon la tuera s'ils la sortent de la maison. Tout à coup, la force démoniaque la tire vers l'arrière, et la traîne dans les escaliers de la cave alors qu'elle hurle et donne des coups de pied. Les hommes se précipitent vers elle et tentent de la maintenir au sol, mais elle les domine facilement, plaque son mari au sol et étrangle Ed. Brad l'attrape et essaie de la repousser, mais elle lui mord la joue et lui enlève un morceau de peau. Elle est sur le point de finir le travail quand Lorraine lui enroule un drap sur la tête, ce qui leur donne l'occasion de l'attacher à une chaise en bois. Ed réalise que le prêtre n'arrivera jamais à temps, et il décide de pratiquer lui-même l'exorcisme. Et Lorraine se précipite à l'extérieur pour aller chercher leur Bible. Ok, je pensais que ces gens étaient des professionnels. Alors quelqu'un peut-il me dire pourquoi ils sont allés affronter un démon et ont laissé leur Bible dans leur foutue bagnole? C'est à peu près la seule et unique chose qu'ils auraient dû apporter. Et puis, il y a l'officier Brad. Je comprends qu'il soit nouveau, mais si vous voulez faire carrière comme flic, vous devez savoir quand il faut faire preuve d'un peu plus de force. Nous sommes en 1971, et malheureusement, le taser ne sera inventé que 3 ans plus tard. Au lieu de vous précipiter et de vous faire arracher la joue, il aurait fallu accomplir votre devoir de protecteur et flanquer un bon coup de poing dans la mâchoire de cette diablesse. Assommez-la d'abord et essayez de lui passer les menottes ensuite. De cette façon, vous auriez pu rentrer chez vous en ayant conservé toute la peau de votre visage intacte. En plus, comme vous savez que cette femme vient de kidnapper 2 de ses enfants avec l'intention de les offrir en sacrifice au diable, ce serait peut-être le moment idéal pour appeler des renforts pendant que vous vous rendez sur place, non ? Les autres officiers ne devraient même pas savoir qu'il y a des éléments surnaturels avant d'arriver sur place. Dites-leur simplement qu'il y a une prise d'otage à l'adresse indiquée et que vous avez besoin d'aide immédiatement. Bethsabée serait capable de livrer un combat équitable, même contre 3 hommes forts. Mais il suffirait que 2 ou 3 autres agents arrivent sur les lieux et elle serait incapable d'affronter tout le monde à coups de poing. Quelque chose me dit qu'un drap, un peu de corde et une chaise en bois ne suffiront pas à retenir très longtemps un esprit qui tient son pouvoir de Satan lui-même. Mais bon, parfois j'imagine qu'il faut se contenter d'agir avec ce qu'on a. L'heure de la bataille finale a sonné, mais Bethsabée ne compte pas se laisser faire sans se battre. La Bible à la main, le couple fait le signe de croix et commence à prier. Ils aspergent la femme d'eau bénite et son cri choque tellement Ed qu'il laisse tomber la petite fiole en verre. Les fondations se mettent à trembler alors que des outils tombent des étagères et qu'un groupe d'oiseaux commence à entourer la maison. L'un d'entre eux traverse même la fenêtre la tête la première et s'écrase au sol devant eux. Ed poursuit sa prière tandis que la femme se débat pour se libérer, vomissant du sang sur le drap qui lui recouvre la tête. Il ordonne au démon de se révéler. Le drap se déchire alors et révèle que Caroline est complètement possédée par l'esprit de la sorcière Bethsabée. Pendant un instant, tout devient silencieux, jusqu'à ce que la femme lévite jusqu'au plafond, toujours attachée à sa chaise, avant de s'écraser au sol et de briser la chaise en 1000 morceaux. C'est alors qu'un énorme meuble tombe directement sur Ed, mais il roule juste à temps pour ne pas se faire tuer. Le démon se relève du sol et rit comme un fou alors que le fusil de Brad fait feu et qu'Ed manque encore une fois de se faire tuer. Pendant qu'ils sont distraits, le démon s'empare des ciseaux et court à travers un trou dans le mur jusqu'à un vide sanitaire sous la cuisine où leur petite fille disparue s'était cachée pendant tout ce temps. La sorcière s'empare de la fillette et s'apprête à la tuer, mais Ed attire son attention en l'appelant par son vrai nom. Lorraine lui attrape alors la tête par le trou du plancher et demande à Caroline de se battre contre l'esprit et de se souvenir des moments de bonheur qu'elle a partagés avec sa famille. La femme se met à pleurer et une lumière divine éclaire son visage. Elle laisse alors partir la petite fille et crache du sang alors qu'elle reprend ses esprits. Le combat est terminé. La maison leur appartient à nouveau et Bethsabée a été renvoyée en enfer. April remet à Lorraine son médaillon perdu. Et les 2 hommes se font un signe de tête que seuls 2 véritables frères qui viennent de vaincre un démon ensemble peuvent comprendre. Les Warren rentrent chez eux et Ed range la boîte à musique maudite sur une étagère de la salle d'épreuve démoniaque. Lorraine lui dit que le prêtre souhaite déjà les voir pour une autre affaire, et alors qu'il ferme la porte derrière eux, la musique se met à jouer toute seule. Et il semblerait que le cauchemar ne soit pas vraiment terminé finalement. Mais qu'auriez-vous fait si vous veniez d'acheter une maison et découvriez qu'elle est hantée? Oui, je peux comprendre que vous fassiez appel à des spécialistes pour voir si quelque chose de suspect se trame. Mais si les fantômes ne semblent pas vouloir disparaître de sitôt, vous resteriez ou vous déguerpiriez de là vite fait bien fait?
Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée!